On va prendre le temps avec deux invités ce matin au fond de comprendre ce qu'il s'est passé et ce qu'il se passe encore. L'attaque hier, la traque aujourd'hui. D'abord avec vous, Emmanuel Baudouin, bonjour. Merci d'être dans ce studio ce matin. Vous êtes le secrétaire général du syndicat FO pénitentiaire et à vos côtés Guillaume Biais. Bonjour cher Guillaume. Guillaume Biais, chef du service police-justice d'RMC qui nous donne dans un instant les toutes dernières informations. Mais je me tourne d'abord vers vous, Emmanuel Baudouin. Merci d'avoir accepté parce que on sait l'émotion que vous ressentez aujourd'hui, vous tous qui travaillez dans la pénitentiaire au lendemain de la mort de deux de vos collègues, donc tués hier lors de l'évasion sanglante de Mohamed Amra. Je voudrais d'abord vous demander si vous avez des nouvelles des trois collègues blessés. Oui, oui, alors l'un d'eux était blessé à l'oreille, a été opéré au CHU de Caen pour une opération réparatrice. Le deuxième est sorti hier en fin de journée du bloc opératoire. Son pronostic vital n'est plus engagé. Et le troisième, j'ai eu des nouvelles tout à l'heure, et sa situation, il est sorti aussi du bloc opératoire, sa situation est stabilisée, mais voilà, il faut être prudent et attendre un peu de voir comment les choses évoluent. Mais encore inquiétante. Oui, oui, il faut être prudent. Ouais. Guillaume Biais, beaucoup de questions qui se posent. J'aimerais qu'on puisse tenter d'y répondre d'abord avec vous. Ce matin, la traque se poursuit pour retrouver Mohamed Amra et ses complices. On en est où ? Alors la traque, elle est dans une phase d'enquête désormais. On n'est plus du tout sur le quadrillage auquel on a assisté hier avec le plan épervier, l'hélicoptère, le GIGN, 200 gendarmes sur le terrain. Ça n'a pas permis de retrouver les fuyards. Il fallait le faire, mais maintenant on est dans une deuxième phase. C'est une phase plus minutieuse, une phase d'enquête de police judiciaire. Il y a un service qui est très spécialisé, ça s'appelle la Brigade nationale de recherche des fugitifs. Ils ne font quasiment que ce type d'enquête, pas toujours sur ce type de profil, mais voilà, ils cherchent des fugitifs tout au long de l'année. Ils connaissent par cœur ce type d'enquête. C'est une enquête, on recherche, on analyse les indices, on recherche des témoignages, on interroge. On s'appuie aussi sur la police scientifique. Il y a pas mal d'indices qui ont été relevés hier. Oui, donc on n'est plus dans une chasse à l'homme. Non, c'est pas une du tout chasse la à même l'homme. approche. C'est une chasse à l'homme, mais différente. C'est une chasse à l'homme qui est moins visible, mais c'est un travail d'investigation qui est mené tous azimuts. Mohamed Amra, c'est un dangereux trafiquant de drogue, et pourtant, il n'était pas ce que l'on appelle un détenu particulièrement surveillé, qui est une appellation très précise. Oui, c'est-à-dire que l'administration pénitentiaire ne considérait pas qu'il avait ce statut particulier, besoin d'être surveillé au quotidien en détention. Pourquoi ? Parce que déjà, son profil en détention, il n'a pas spécialement posé problème jusqu'à présent. Puis il n'a jamais été condamné pour des affaires de grande ampleur. Il a été condamné 13 fois. La dernière fois, c'était mardi dernier, 18 mois ferme pour cambriolage. Bon, c'est pas un profil de délinquant chevronné. Alors effectivement, il n'a jamais été condamné pour trafic de drogue jusqu'à présent, même si on le soupçonne d'être mêlé à du trafic de drogue. On le soupçonne surtout d'être mêlé à des règlements de compte mortels ou des tentatives d'assassinat liées au trafic de drogue, notamment à Marseille, avec un homme qui avait été retrouvé dans une voiture calcinée. Il est mis en examen dans ce dossier. Et donc, si vous voulez, il y a un décalage entre son profil tel qu'on le connaît et la mise en œuvre de moyens lourds, comme on a pu voir hier par ce commando armé de fusils mitrailleurs, pour le faire évader. C'est pas une attaque à laquelle on aurait pu s'attendre pour ce type de délinquant, ce type de détenu, de ce qu'on en connaît. Une précision néanmoins, l'administration pénitentiaire ne l'a pas considéré comme DPS, mais sur son escorte, ils avaient mis un niveau un peu supérieur. Il était classé niveau 3 sur 4. C'est pour ça qu'il y avait 5 agents armés hier, il y avait 2 véhicules. Donc il y avait quand même une attention particulière sur ce transfert. Et ces véhicules, Guillaume Biais, vous restez évidemment avec nous. Et ce véhicule, Emmanuel Baudouin, ces deux véhicules, ils ont pris la route, ils ont passé le péage. Est-ce que c'était pas une mise en danger ? C'est-à-dire qu'on se dit un péage, par exemple, où il y a effectivement énormément d'autres voitures. On a d'ailleurs vu les vidéos prises par des témoins, puisqu'il y avait des personnes sur la route, des personnes qui passaient le péage. Qui avait connaissance du parcours du convoi ? Bah écoutez, après, on prend souvent le moyen le plus rapide, c'est-à-dire l'autoroute, pour aller très vite, justement pour pas s'arrêter, éviter les petites routes. Donc je pense que, alors après, je pense qu'ils ont été suivis, puisqu'on voit bien qu'il y a une voiture qui les suit derrière, qui les prend en sandwich. Malheureusement, j'ai envie de dire, et monsieur a raison, enfin le profil ne pouvait pas laisser penser qu'on aurait, et on a assisté à une exécution. Enfin, voilà, ils ont tiré, ils ont laissé aucune chance à nos collègues. Donc voilà.
Je pense qu'il y a eu, il a scié les barreaux, ce qui, 2-3 jours avant, je pense que c'était pour essayer de se retrouver justement à l'isolement en quartier, pour être seul et éviter d'être, vous savez qu'on a une surpopulation et tout se sait en prison, tout on entend tout. Donc pour préparer cette évasion, je pense qu'il a voulu se retrouver seul et il avait très certainement un téléphone portable, comme Mais beaucoup alors malheureusement. ça, pardon, c'est vrai que c'est complètement sidérant. C'est-à-dire qu'on est, alors je suis peut-être extrêmement naïve, mais je trouve d'autant plus que quand on dit à l'isolement, en fait, on n'est pas isolé du tout si on a un téléphone. Alors, on Comment on est peut avoir un téléphone? Je veux dire, quand on rentre dans une cellule d'isolement, on n'est pas fouillé, on n'est pas. si malheureusement on peut cacher dans des orifices, je vous laisse deviner, ce genre de téléphone et Mais si c'est vous le savez, enfin, je sais beh, pas, c'est difficile de. Alors, ils sont surveillés. Après, il y a des systèmes de brouilleurs téléphone qu'il faut qu'on déploie. C'est ce qu'on a de redemandé au ministre hier, ce qu'on va lui demander à 14h. Il faut déployer ces brouilleurs qui fonctionnent. il n'y a pas de brouilleur. Actuellement, il n'y a pas de brouilleur. Non, Donc on c'était une sait qu'il y a des téléphones Mm. et il n'y a pas de brouilleur. Ben, il faut déployer. On commence par les établissements les plus sensibles. D'ailleurs, il était à la maison d'arrêt d'Évreux. C'est pour ça qu'il n'était pas considéré comme un détenu sensible à risque d'évasion. On cible les maisons centrales, les gros établissements pour Fresnes où on a des détenus avec un potentiel d'évasion plus important. Quand vous dites il a vraisemblablement, ou en tout cas c'est une des hypothèses que vous émettez, commencé à scier ses barreaux, peut-être pour justement qu'on le, qu'on le punisse en quelque sorte et qu'on le mette à l'isolement, a-t-il véritablement, c'est-à-dire c'est une hypothèse que vous émettez ou est-ce qu'il a vraiment été à l'isolement dans les 2 jours qui ont précédé Ah non, il était Il placé, était donc. il a été suite. On Donc a il pouvait découvert. passer ces coups de fil tranquille du coup. Alors il pouvait, non, parce que il est surveillé, il y a, mais effectivement, enfin en service de nuit, les agents sont pas derrière l'œilleton, et puis je vous rappelle le manque d'effectifs, la surpopulation carcérale qui aujourd'hui fait que vous avez des agents tout seuls qui gèrent 150, 180 détenus sur une coursive, et on a un manque d'effectifs. Pour vous, c'est ce qui est arrivé hier est aussi le résultat d'un manque de moyens. Oui, et surtout le fait, et on le demande, c'est ce que j'ai fait quand j'ai vu le ministre hier, c'est la plateforme revendicative de Vous l'intersyndicale. revoyez le ministre aujourd'hui. Hein. Oui, il faut arrêter d'extraire ces détenus pour tout et pour rien. Des fois, on sort des détenus pour signer un acte de divorce. Ça n'a aucun intérêt. On pourrait faire ces choses-là à l'intérieur de la prison ou en visio. Les gros procès, bien évidemment, qu'on a besoin d'un tribunal, que la famille a besoin, les victimes, de ce procès. Mais là, on y met les moyens. On passe notre temps sur la route à extraire des gens pour tout et pour rien. Mais sauf que les choses sont parfois plus compliquées du point de vue justement de ces failles et du refus de certains des prévenus ou des personnes qui sont en prison d'être jugées par visio ou d'avoir ces échanges par visio. C'est le témoignage que vous vouliez apporter. Patrick, bonjour. Oui, bonjour Apolline, Bonjour, bonjour Guillaume Bier, bonjour Monsieur Baudouin. Vous êtes vous-même avocat, vous êtes avocat à Clermont-Ferrand dans le Puy-de-Dôme et Patrick, vous avez parmi vos clients des détenus, vous vouliez réagir? Oui, je voulais réagir parce que j'entends dire beaucoup de choses ce matin à l'antenne. J'aurais tendance à dire que les barbares sont les maîtres du jeu et jouent avec la justice. Et je vais vous expliquer pourquoi. Patrick, je vous entends mal. Effectivement. Allez-y, redites, ouais. Oui, je disais que les barbares sont les maîtres du jeu et jouent avec la justice. Et encore une fois, tout ceci est une question de moyens. Pourquoi Notamment au niveau de la visio. Il faut savoir que les détenus peuvent refuser les visios. Et quand ils refusent les visios, bien évidemment, devant les audiences des tribunaux correctionnels, les magistrats renvoient les affaires. Et les détenus se passent bien évidemment le mot en disant bah, « écoute, si tu veux pas être jugé, t'as qu'à refuser la visio ». C'est-à-dire que si... Non mais attendez, je voudrais comprendre. Du coup, on lève le jugement, il n'y a pas de jugement. Il n'y a pas de jugement, ou plus exactement, le jugement, l'audience est renvoyée. Alors, Voilà. vous avez des parties civiles qui sont présentes à l'audience, qui attendent réparation de leur préjudice et qui s'entendent dire par le juge, le magistrat, le président du tribunal, écoutez, je suis désolé, vous avez le prévenu qui a refusé la visioconférence, donc je suis obligé de renvoyer votre affaire. Oui, donc ça Alors, peut même être à la dernière minute. Oui, c'est ça, mais la visio n'est pas non plus la panacée, hein, puisque pour moi, la justice, elle est rendue entre 4 yeux et on ne peut pas véritablement apprécier la personnalité d'un individu. Mais je trouve ça très intéressant de vous entendre ce matin parce qu'on a effectivement le côté pénitentiaire, on a eu effectivement aussi des témoignages de policiers, mais vous qui êtes avocat, on a l'impression du coup avec vous de boucler la boucle. Vous... comme avocat, et alors que j'imagine que parmi vos clients, il y a effectivement un certain nombre de bandits, vous considérez aujourd'hui que la justice fonctionne ou ne fonctionne pas? Non, la justice elle ne fonctionne plus du tout.
Elle ne fonctionne pas comme elle devrait fonctionner. La justice est véritablement cabossée. Vous avez des prisons surpeuplées, ça a été dit. Vous avez des magistrats et des greffiers en sous-effectif. Et vous avez des auxiliaires de justice, parmi lesquels nous faisons partie, nous avocats, en burn-out et qui, au quotidien, sont confrontés aux défaillances du service public de la justice. Et ce drame absolu est un drame qui est la conséquence de ces défaillances. Hein. Une escorte niveau 3 pour ce type d'individu, mais c'est ahurissant. Ahurissant. Merci Patrick d'avoir apporté aussi votre éclairage. Je rappelle que vous êtes avocat à Clermont-Ferrand. Vous nous avez appelé au 32-16. Retour sur ce plateau avec vous, Emmanuel Bonon. Quand vous entendrez le cri de colère quand même de Patrick qui dit à l'instant, au fond, la justice est défaillante, est-ce que vous partagez ? Mais la justice, ça a été le grand oublié pendant des années. On n'en parle que quand il y a des élections ou quand... Aujourd'hui, il y a des moyens qui ont été mis. Hein. Il y a des budgets. On vient de faire une réforme. Mais les réformes, elles mettent du temps à apporter ses fruits. Là, je le redis, pour éviter ce genre de choses, je ne parle pas du jugement, mais quand... pour une audition, et le juge, il peut se déplacer aussi à la prison. Oui. Là où on est faible, où on est en danger, c'est quand on est à l'extérieur. Bien évidemment, quand il s'agit du jugement, on le fait au tribunal, mais on met des moyens et on n'est pas pollué par toutes ces sorties à droite, à gauche. Enfin, les agents qui sont décédés et qui ont été... Les prêches, aujourd'hui, font jusqu'à 80 heures supplémentaires par mois. Ils finissent des fois à minuit pour reprendre le travail à 5 heures du matin parce qu'il faut absolument présenter. Il faut que les magistrats aussi, ils entendent. Vous savez, les magistrats, c'est compliqué. Quand on voit la surpopulation, c'est eux qui ont la main. Faut le redire. J'ai écrit à tous les députés. Enfin, je veux dire, la prison, c'est pas la réceptacle de toute la misère. Il y a des peines aménageables, il y a l'incarcération à domicile. Construire des prisons, on peut en construire autant qu'on veut. Il y a aussi d'autres façons. Mettre quelqu'un en prison pour un mois, ça a aucun sens. Il y a des tas de choses à faire. Il faut réouvrir des hôpitaux psychiatriques. On gère des gens, des fous, qui n'ont rien à faire chez nous. Donc il faut arrêter et repenser la prison. Parce que la réinsertion, ça fait partie de nos métiers. Et aujourd'hui, quand vous mettez 6 détenus dans une cellule de 9 mètres carrés... D'ailleurs, c'est ce qu'on entendait tout à l'heure avec Didier qui disait certains s'en sont sortis, et c'est aussi la beauté de notre métier, que d'être, y compris, au contact avec ces gens-là. Un mot encore, Emmanuel Bodon. À 11h, à 11h, une minute de silence. Et à 14h, vous avez donc rendez-vous avec le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti. Vous lui demanderez notamment ses brouilleurs, vous lui demanderez davantage de moyens. On va lui demander ça, on va lui demander d'imposer aux magistrats un certain nombre de choses. Le détenu doit pas pouvoir choisir s'il veut ou il accepte la visio. On doit lui imposer. Je vous dis, pour les auditions, pas pour le jugement. Mais on doit réduire drastiquement toutes ces extractions judiciaires. Et là, aujourd'hui, toutes les prisons sont bloquées ce matin en France. Merci infiniment d'être venu dans ce studio ce matin. Emmanuel Bodin, je rappelle que vous êtes secrétaire général du syndicat FO Pénitentiaire.